sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International, Rafik Smati, chef d'entreprise et président du mouvement Objectif France, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. L'équipe de France a gagné hier 1-0 avec un but qui n'a pas été marqué par un joueur français, mais bon, c'est comme ça, on a gagné. Mais 14 millions de téléspectateurs, ça interroge, ça dit des choses. Et puis on parlera donc de ce genou qui n'a pas été posé à terre. Les médias donnent-ils trop la parole à l'extrême droite ou pas assez? Et puis la voiture bannie des centres-villes. On verra si on a le temps de le traiter. Rafik Smati, votre coup de cœur à vous? Coup de cœur, il y a exactement 140 ans, jour pour jour, le 16 juin 1881, Jules Ferry décrétait l'école gratuite pour tous. L'occasion pour moi de rappeler que l'école et l'éducation, c'est ce qui permet d'élever un peuple et de parvenir à la prospérité. Et que finalement, quand l'école est abandonnée, quand les niveaux baissent, eh bien c'est un pas, hélas, vers le déclin. Donc il y a un véritable enjeu dont nous allons devoir nous saisir absolument ces prochaines années, parce que l'éducation et l'instruction, plus précisément, eh bien c'est la politique publique de long terme par excellence, qui est aujourd'hui abîmée, sacrifiée pour plein de raisons qu'on ne va pas aborder ici. Mais voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil à Jules Ferry, parce que la grandeur d'une nation est fonction notamment de son éducation et de sa capacité à pousser un peuple vers l'excellence. Vous avez raison. C'est des dates qu'on oublie, mais qui sont importantes. Patricia, c'est un coup de cœur? Alors moi, c'est plus un coup de chapeau. Oui. Un coup de chapeau à Nicolas Sarkozy. Pour le procès qui s'est déroulé hier, dont j'ai le verbatim sous les yeux. Et bon, il est son meilleur avocat, bien sûr. Mais il a dit des choses importantes sur, à mon avis, lesquelles il faudra revenir. Et notamment sur le rôle de Jean-François Copé dans ce qui est le procès Big Malion. Je rappelle que ce n'est pas le procès Nicolas Sarkozy, mais le procès Big Malion. Mais indirectement, il peut être inquiété et touché. C'est l'objet du procès. C'est pour ça qu'il y est. Mais Big Malion est une société qui s'occupait des meetings, etc. Et en fait, Big Malion a été fondé par deux amis et deux proches de Jean-François Copé. Et moi, je vais vous lire juste un extrait du verbatim de Nicolas Sarkozy. Je ne conteste pas les fausses factures, ni les fausses conventions, mais je conteste qu'elles ont bénéficié à ma campagne. J'affirme que ma campagne a été une opportunité pour certains de faire un chiffre d'affaires considérable. Ce n'est pas moi qui ai choisi le prestataire Big Malion, c'est l'UMP dirigé par François Copé qui a fait appel à un prestataire fondé par deux de ses anciens collaborateurs. Bon, donc je pense qu'il est important de rappeler le contexte, et je voudrais juste, parce que Nicolas Sarkozy, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, a de l'humour, il a ajouté concernant les dépenses et le plafond qui a été dépassé, ce n'était pas mon rôle. Franchement, je n'ai jamais vu Chirac viser une facture, jamais vu Balladur viser une facture, ni François Hollande avec Michel Sapin. Madame, il s'adresse à la présidente. Vous êtes la présidente du tribunal et vous ne savez pas combien a coûté cette salle. Voilà. Donc, je voulais juste dire que y a un coupable désigné, il y a des coupables désignés, mais que peut-être, parfois, il faut regarder ailleurs pour se demander où est la vraie culpabilité. Maintenant, on a du mal à imaginer que Nicolas Sarkozy n'ait pas été au courant de ses dépenses. Je pense qu'il n'était pas au courant de ses dépenses. Maintenant qu'il ait demandé qu'on rajoute des meetings parce qu'il avait du retard dans sa campagne et qu'il était en même temps président de la République, c'est fort possible. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit. Oui, j'ai lu aussi le verbatim. Il a dit qu'effectivement, une campagne, ça va crescendo et que donc, il ne pouvait pas faire une campagne décroissante. Ça n'existe pas. Donc, à la fin, il était obligé de faire un paquet de meetings et qu'effectivement, c'est pas lui qui visait les factures. Mais il faut rappeler qu'Édouard Balladur a été jugé en février pour sa campagne financée avec les frégates de Taïwan, entre autres. Donc, ça fait beaucoup. Et puis, on a un problème en France, au-delà du cas Nicolas Sarkozy, c'est sur le financement de la vie politique. C'est un problème de plus grande ampleur, en disant comment se fait-il qu'à chaque campagne électorale majeure, présidentielle, on ait des soucis d'argent, de dessous de table, etc. Donc là, il y a peut-être... c'était François Bayrou d'ailleurs qui avait proposé une banque de la République pour financer les campagnes. Ça
été mis à la poubelle tout de suite à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et puis Emmanuel Macron qui se présente alors qu'il n'a pas de parti, qui arrive à lever des millions en quelques mois, ça pose question aussi sur la façon dont finalement le jeu est faussé par l'argent à partir du moment où on lève, où on le détourne, etc. Donc, vous qui avez un mouvement politique, Rafik Smati, c'est quelque chose de compliqué. La question de l'argent est extrêmement intéressante et c'est une. Alors là, on parle de l'argent pour mener campagne, mais ensuite il y a la question du financement des partis politiques. Est-ce que vous savez par exemple qu'aujourd'hui la République en marche reçoit un chèque de vos impôts de 21 millions chaque année, plus de 100 millions sur le quinquennat, ce qui leur permet d'ailleurs de faire des investissements. D'ailleurs un très beau siège. Exactement. Est-ce que c'est le rôle du contribuable français que de donner 100 millions d'euros à la République en marche? C'est la République en marche. C'est la loi. À tous les partis qui sont représentés au Parlement. Et ça dépend du nombre en fait d'élus. Voilà. Exactement. Donc les 21 millions, c'est ça correspond. Et des circonscriptions, vous faites plus de 1%. Enfin, on ne va pas rentrer dans la technique. Et donc finalement, les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants sont extrêmement difficiles parce qu'effectivement, quand vous êtes dans le jeu, même si vous vous appelez le Parti communiste français, eh bien vous avez des financements publics, même si vous ne pesez plus rien dans l'opinion publique. Et si vous arrivez et que vous n'êtes pas représenté au Parlement, eh bien vous devez ramer et effectivement lever des fonds comme l'a fait Emmanuel Macron. Vous n'avez pas d'autre option puisque vous ne bénéficiez pas du financement public. Donc c'est sans doute quelque chose sur lequel il faudra revenir. Je voudrais ajouter. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Rafik et puis dire un petit mot sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. D'abord, moi je me réjouis qu'en France les financements de la vie politique soient publics. Et heureusement qu'ils sont publics et qu'il ne c'est pas uniquement le privé, parce que pour les inégalités, du coup, on verrait un vrai effet. Deuxièmement, le Parti communiste, comme plein d'autres partis, ont des élus, Rafik Smati, et c'est parce qu'ils ont des élus qu'ils sont financés. Et ça me paraît tout à fait normal. Le jour où ils n'auront pas d'élus, ils seront plus financés. Bien sûr, ce sera tout à fait normal. Non, mais vous sembliez dire que le Parti communiste, qui ne représentait plus rien, avait quand même des financements publics. Ils représentent quelque chose puisqu'ils ont encore des élus, des députés, des élus locaux. Il y a une inadéquation mais j'ai une proposition à vous faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a une inadéquation majeure entre ce que représentent certains partis dans l'opinion et ce qu'ils touchent par l'intermédiaire de vos impôts. Je le rappelle. Moi, j'ai une proposition à faire. Parce que la vitalité d'un parti politique ou d'un syndicat, parce qu'en réalité c'est exactement la même chose, c'est sa capacité à fédérer, à avoir des adhérents. Eh bien, la proposition que je porte avec Objectif France, c'est l'idée que le financement public soit fait 1 euro pour 1 euro. C'est-à-dire que si vous avez 100 euros de la part de vos adhérents, eh bien vous pouvez avoir 100 euros de la part de financement public. Ça évitera le gap qui fait que ceux qui ne représentent rien puissent capter des mannes financières sur la base de vos impôts. Mais c'est un débat intéressant, on pourrait aller très loin, mais vous savez, Rafik Smati comme moi, que les nombres des adhérents ont toujours été pipeaux et que personne n'a réussi à contrôler le moindre nombre d'adhérents dans aucun parti politique. Enfin, il y a la commission des comptes de campagne qui connaît le nombre d'adhérents de chaque parti. Je voulais en venir juste à la commission des comptes de campagne par rapport à ce que disait Patricia Balme du verbatim de Nicolas Sarkozy. Moi, ce qui m'étonne dans l'affaire Big Malion, sans rentrer dans le détail, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui viennent devant le tribunal, qui disent tous qu'il y a eu des fausses factures, que les plafonds ont été atteints, dépassés et de loin dépassés, et qu'au final, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy ont été, je le rappelle, validés, comme tous les comptes de campagne des principaux candidats depuis de nombreuses années. Et je pense que ce procès, il pose quand même la question du contrôle que fait cette fameuse Commission nationale des comptes de campagne, qui, on le sait, n'a pas les moyens de contrôler et ne contrôle pas effectivement et savamment la manière dont les campagnes sont financées et dont les budgets sont dépensés. Moi, je pense qu'au-delà de l'aspect judiciaire, ça pose quand même le problème du contrôle en amont et du rôle de cette commission qui est aujourd'hui mise en cause par plusieurs institutions et par plusieurs hommes politiques. Je pense que là, il y a un vrai sujet. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Corato et j'ajouterai juste une dernière chose concernant le procès Big Malion. Ce serait faire insulte à l'intelligence de Nicolas Sarkozy qu'il ait pu demander de faire des fausses factures. Bon, après, il n'est pas. Bon, le procès le dira. Peut-être Alexis Poulain, votre. Bon, on va aussi, allez-y. On a le temps un petit peu, allez-y. Moi, c'était sur la déconnexion dans les palais de la République, puisqu'hier, Emmanuel Macron a remis les insignes de grand officier de la Légion d'honneur à Édouard Philippe pour ses 3 ans à Matignon. C'est la pratique depuis Hollande, je crois, ou Nicolas Sarkozy, peut-être, je ne sais plus qui avait instauré ça. Donc voilà, déjeuner entre amis avec quelques blagues sur
la barbe semi-blanche d'Édouard Philippe, hein, qui montrait l'ampleur de la crise sanitaire, pendant que derrière, un Français sur 10 va sombrer dans la pauvreté, pendant que la dette s'accumule, on est en train... Non, c'est pas Poujado, non, c'est vraiment la baffe à Valence. Je pense que c'est un seuil d'alerte qui est franchi. Il y a un tel désamour des Français vis-à-vis des politiques qui ne les représentent plus, vis-à-vis de cette déconnexion justement élitiste, de la façon aussi qu'a Emmanuel Macron de parler, hein, ces gens qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires, etc. Ne pas le voir, c'est là le risque. C'est croire que tout va bien. Hein, mais Alexis Poulain, c'est une tradition, cette remise de décoration. C'est une tradition très bien. C'est vrai. Hein, mais de voir la douceur de la vie pour certains et la difficulté que vont avoir d'autres au sortir de cette crise sanitaire, j'espère simplement que dans ces cercles dorés, on prend l'ampleur de la colère qui gronde dans le pays. C'est tout. Vous avez raison, c'est le problème de la déconnexion entre les élites et le peuple. C'est toujours le même problème. Oui, mais c'est criant. Là, je crois que depuis 2017, ça n'a fait qu'empirer. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler foot, genou à terre ou pas, et puis d'autres sujets. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, et nous parlons donc de cette victoire de l'équipe de France. 14 millions de téléspectateurs. Je voulais vous citer Natacha Polony qui disait: nous n'avons plus que la victoire des Bleus pour nous sentir appartenir à une collectivité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce score de 14 millions vous interpelle? Qui veut répondre? Rafik? La question de qu'est-ce qui nous réunit en tant que peuple est une question fondamentale, civilisationnelle, qui, je crois, sera au cœur des débats politiques de ces prochaines années. Aujourd'hui, une équipe de France est capable de nous réunir. C'est bon à prendre. Mais ce qui fait la grandeur d'une nation et ce qui fait qu'elle va écrire l'histoire, ce n'est malheureusement pas que ça. Non. La France doit pouvoir s'unir autour de son drapeau, autour de son histoire, de ses valeurs et de ses projets de conquête. Que voulons-nous faire de ces 20, 30 ou 50 prochaines années? Il y a un sujet fondamental autour de ça. Et ce sujet-là, lorsque nous l'aurons tranché, eh bien, nous serons capables d'embarquer tout le peuple derrière. Ce qui fait aujourd'hui que la société française est fracturée, est divisée, archipélisée, comme diraient certains. C'est précisément le fait qu'il n'y a plus de rêve français. Il n'y a plus de rêve selon lequel la France est une civilisation conquérante qui regarde l'avenir. Eh bien, le jour où nous serons insufflés ce rêve, et nous n'avons pas le choix, c'est soit ça, soit le déclin, voire la décadence. Si nous savons insuffler cette énergie positive et galvanisante, eh bien, nous gommerons tous les antagonismes, et y compris religieux, et nous pourrons tous ensemble projeter la France vers un nouveau futur. Moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Rafik Smati, et je pense même que le foot et beaucoup de sports, mais en particulier le foot, peut donner un sentiment de patriotisme qui n'est pas l'apanage du Front National. Et je pense que si les Français, quelle que soit leur couleur, leurs origines, se réunissent autour d'un sentiment patriotique et national, effectivement, on aura gagné sur des thèses d'extrême droite. Et j'en suis totalement persuadée. Donc voilà, le foot est un rassemblement général, national et patriotique. Et tant mieux. Et le fait qu'il n'ait pas posé un genou à terre hier soir pour une cause étrangère, j'ai trouvé ça... Ils l'ont fait volontairement. Hein. Hugo Lloris a dit le genou par terre, c'était à terre, c'était une décision collective. On part du principe que si on doit le faire, toutes les nations doivent le faire. Donc ils ont renoncé parce c'était un peu confus. On savait pas s'ils avaient renoncé, si l'arbitre avait donné le signal du départ trop tôt. Donc c'est volontairement qu'ils n'ont pas posé le genou à terre. Mais s'ils avaient posé le genou à terre pour soutenir les forces de l'ordre françaises qui se font massacrer tous les 2 jours, mais je sais, c'était George Floyd. Mais voilà. Donc c'est ce que je dis. De ça, parce qu'après c'était aussi sur la lutte contre toutes les discriminations, contre le racisme. Ça va au-delà de ça, du combat de Black Lives Matter. Donc c'était un geste juste inclusif, de concorde. Bon, bref. Non, enfin qui est quand même très très marqué. Vous pouvez pas dire que c'est un truc expliqué par général. L'équipe de France, par Loris et les autres, ils expliquaient que c'était plutôt un geste qui avait à voir plus à la lutte contre le racisme et dans le foot, hein, qui est un fléau aussi, qu'autre chose. Donc voilà, on peut le comprendre. Mais enfin, vous pouvez pas prendre un symbole aussi fort que celui de Black Lives Matter, qui est le genou à terre, qui a été initié par les joueurs américains, et le transposer en France. Pour dire que c'est pas exactement ça.
Après tout, voilà, c'est un symbole. Il est utilisé à dessein. S'il est expliqué, pourquoi pas. Et c'est pour une bonne cause. En l'occurrence, lutter contre le racisme. Mais cette fédération autour du foot, c'est pas nouveau non plus. Non, c'est pas nouveau. C'est normal, c'est rassurant même de se dire après avoir été enfermé sous couvre-feu, avoir vu des matchs dans des stades vides, se dire qu'on se retrouve autour d'une compétition internationale comme l'Euro, avec en plus une équipe de France jeune, avec de très bons joueurs, ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à tout le monde. Donc heureusement que les Français ont encore le sens de la fête, et que derrière, oui, on est fiers on a vu des images où à la terrasse des cafés, ça chantait la Marseillaise avant le match. Tant mieux. On a de quoi être fiers de ce pays. Donc il n'y a pas de chauvinisme et c'est normal. Ce serait triste qu'il en soit autrement en réalité. Nicolas Corato. Oui, je partage. Je trouve que la France sait se rassembler et le peuple français sait se rassembler à d'autres occasions. Là, c'est une occasion joyeuse, c'est une occasion sportive, festive. Et moi, je fais partie de tous ces Français qui suivent absolument jamais le foot, sauf quand l'équipe de France joue. Et c'est toujours une joie de les retrouver, même si on les reconnaît plus vraiment, on les a un peu perdus de vue, mais on a l'impression de revenir dans une famille. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très belle famille. Enfin, cette équipe est absolument formidable à regarder. Encore une fois, je suis pas du tout un spécialiste du foot, mais je les trouve très agréables à regarder. Je trouve notamment que Paul Pogba est un joueur absolument fascinant à regarder, très élégant. Il danse plutôt qu'il ne joue au foot. Enfin, c'est sublime. Mais le peuple français sait aussi se retrouver. Je pense qu'il faut pas opposer. Il sait aussi se retrouver face à l'adversité. On l'a vu en janvier 2015, où on l'a vu aussi pendant le Covid, pendant le confinement, avec des formes de solidarité très fortes, d'ailleurs plus fortes que celles que l'État a pu mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut pas réduire. Il faudrait pas à chaque fois s'attrister que ce soit autour d'une équipe de foot qu'on se rassemble. On sait aussi se rassembler sur d'autres occasions. Et moi, je ne crois pas que le rêve français, la décadence, etc., soit au cœur du débat national. Je pense que ce pays sait se retrouver à partir du moment où il se met d'accord sur les valeurs qui le fondent. Et plutôt que d'inventer un beau rêve, ça, Nicolas, c'est un très beau rêve. Parce que je réponds un peu à Rafik, plutôt que d'inventer un rêve français pour demain qui me semble un peu renfrogné, un peu resserré sur soi-même. Je pense qu'on pourrait se mettre d'accord sur des valeurs sociales, culturelles, qui fondent aussi notre pays. Mais je rêve, bien sûr, parce que la politique, c'est aussi un peu d'utopie. Oui, Rafik, vous voulez répondre ? Dire que un rêve français, c'est quelque chose de renfrogné. Moi, j'ai une vision beaucoup plus positive du rêve français et beaucoup plus pragmatique. Pour moi, le rêve français, c'est comment le génie français, qui s'exprime notamment dans les arts, mais aussi dans l'entrepreneuriat, peut s'exprimer partout dans le monde. Que la France soit tout simplement, et je ne crois pas que ce soit être renfrogné que de dire ça, que la France soit fière de ses victoires passées, mais de ses victoires présentes et à venir. Que nous soyons tous animés par un esprit de conquête, cette volonté d'écrire, cette volonté farouche d'écrire une page de l'histoire de notre pays, d'affirmer notre puissance en tant qu'État-nation dans une entité plus grande qui s'appelle l'Europe. C'est une grande ambition. La française, c'est terminé, ça se finit à Zincourt, faut arrêter, ayons un peu d'humilité. On vit dans un monde hyper connecté. Moi, cette idée, Chateaubriand, c'est magnifique à lire, mais le monde a changé et la France aussi, il faut l'accepter. Soyons un peu humbles par rapport au monde qui nous entoure. Monsieur Corato, nous n'avons pas de leçons à donner à l'humanité. La France se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont intériorisé, c'est manifestement votre cas, le fait que nous sommes un petit pays qui a vocation à jouer un rôle moyen dans l'histoire, c'est parfaitement votre droit. Et il y a ceux qui pensent, et c'est mon cas, que la France est une singularité à part, que la France est bien plus qu'un pays, que c'est une civilisation, que c'est un modèle de société, que c'est un idéal. Et c'est l'idée que je porte. Manifestement, nous ne sommes pas alignés, mais je ne désespère pas de vous convaincre. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Rafik Smati, et je trouve formidable qu'il y ait encore des gens qui ne se résignent pas dans ce pays. Parce que Nicolas Corato, ce que vous exprimez, c'est une résignation, finalement une acceptation d'une situation. J'ai beaucoup plus d'ambition. Je pense que ce rêve, il appartient pas qu'aux Français. Et pardonnez-moi de le dire, je pense aussi qu'il y a un rêve européen qui peut exister. Et moi, je ne me résigne pas à la fin du rêve européen, qui me semble bien plus intéressant et bien moins dangereux en termes de renfermement sur soi-même. Vous ne devriez pas opposer les deux, Nicolas. Vous ne devriez pas opposer les deux. On n'est pas obligé d'opposer les deux. Puis en termes de rêve européen, pour l'instant, ça fait pas rêver. Non, ça fait pas rêver que ce soit l'Europe de la santé, le rêve européen me fait un peu mal. Que ce soit le
le G7, non, moi je crois qu'il ne faut pas effectivement opposer les deux. La nation n'a pas à être un gros mot. La République, elle naît parce qu'on fait nation. Et derrière la République, il y a la France, un pays, une culture, une histoire. C'était scandaleux d'avoir un président de la République qui dit qu'il n'y a pas de culture française. Je ne sais plus ce qu'avait dit Macron de façon tout à fait légère. C'est faux. Il y a une vraie culture française. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette culture française, elle sert aussi à ce rêve européen, que derrière, il y a un dialogue des cultures. Sans ça, vous n'avez plus rien. On ne peut pas avoir un rêve technocratique à Bruxelles d'aide aux agriculteurs, de moins-disant social, etc. Enfin, regardez la façon dont tout cela se fait, la tristesse des commissions européennes, les unes après les autres, qui sont là pour gérer quoi? L'Europe des banquiers, mais pas l'Europe des peuples. Donc il faut, je crois, faire confiance au peuple. Le foot, voilà, en est l'émanation. On peut dire après que c'est populiste, voilà, de glorifier un sport populaire. Non, je crois que c'est normal et on a besoin de se rattacher à ce genre de symbole. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler du temps de parole des politiques dans les médias. Les médias donnent-ils trop la parole à l'extrême droite? La donnent-ils trop à l'extrême gauche? Les médias sont-ils accusés équitablement des mêmes mots? On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec Patricia Balme, Rafik Smati, Alexis Poulain et Nicolas Corato. Alors vous avez suivi depuis quelque temps les accusations qui sont faites, en particulier contre CNews, d'inviter trop de personnalités d'extrême droite. CNews est d'ailleurs épinglé sur le sujet parce qu'en effet 36% des invités politiques de CNews sont d'extrême droite. 36%, c'est pas la majorité de leurs invités, toutes antennes confondues. Les représentants des partis de gauche représentent à peine un quart, c'est-à-dire 25% des invités politiques. Et c'est vrai que nous, on a été accusés, par exemple, par Daniel Schneiderman, faut-il citer son nom, de rouler pour la droite. Je pense que toutes les paroles s'expriment. Oui. Et il faut dire que Sud Radio est relativement équilibré, même très équilibré dans le choix de ses invités. On respecte, il y a le CSA qui veille, on respecte les temps de parole, on rend des comptes. Donc ces accusations sont assez mal venues. Je rappelle dans les sondages que 33% des Français penchent à l'extrême droite, 15% à droite, 25% au centre, 12% à gauche et 14% à l'extrême gauche. Et on rappelle que 11 millions de Français ont voté RN au deuxième tour. Je vous rappelle également que Stéphane Séjourné, lui, voulait comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour et des éditorialistes. Donc, Patricia Balme. Alors, c'est un vrai sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens de l'époque où Anne Sinclair refusait de recevoir Jean-Marie Le Pen à 7/7. Et à l'opposé, Jean-Pierre Elkabbach à l'époque disait au contraire, il faut donner la parole à l'extrême droite, à l'époque c'était Jean-Marie Le Pen, parce qu'il ne faut pas diaboliser. Maintenant, aujourd'hui, la donne a changé. Il est vrai que le Rassemblement national, puisqu'il s'appelle ainsi, représente une partie de l'opinion des Français. C'est comme ça, il faut l'admettre. Je rappelle qu'en son temps, le Parti communiste représentait une partie de l'opinion des Français et qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir s'il fallait faire parler les communistes. À l'époque, je rappelle quand même que on était au temps de l'Union soviétique et de la fin des goulags. Et aucun journaliste ne se posait la question, le CSA non plus, bref. Donc, moi, je pense qu'au contraire, il faut laisser la parole aux gens d'extrême droite pour savoir exactement ce qu'ils sont. Le seul problème, quand même, c'est ce qui se cache derrière le rideau de Marine Le Pen. Il y a Marine Le Pen qui, aujourd'hui, s'est démocratisée, qui... Il y a encore et dédiabolisé. Voilà. Mais il y a quand même des gens derrière qui sont, et je vais pas répéter les noms parce que comme je me suis déjà pris un procès avec une des personnes du Front National, mais il y a des gens derrière qui ont des thèses encore néo-nazis. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut dire les choses, mais donner la parole aux gens d'extrême droite et au Rassemblement national, c'est respecter une partie de l'électorat français. Oui. Alexis Poulain, pardon. C'est tout le problème.
parlais tout à l'heure du désamour avec la classe politique et de la représentativité de cette classe politique. Tant qu'on n'aura pas de proportionnel et qu'on aura une majorité de l'opinion, évidemment, qui est poreuse au thème de l'extrême droite ou au discours de Marine Le Pen et des élus de droite, et qu'ils n'ont pas d'élus à hauteur de ce qu'ils représentent dans la société française, c'est le cas pour d'autres formations politiques, ça ne peut pas marcher. C'est un vol démocratique à chaque élection. Et on voit bien que la proportionnelle, dès qu'on la remet sur le tapis, c'est jamais, les conditions ne sont pas réunies, on verra ça plus tard, etc. Mais on peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que vous avez... Donc je veux bien qu'on fasse un procès d'attention aux médias qui invitent trop de gens d'extrême droite, mais s'ils étaient élus, peut-être que ce serait tout à fait différent. Mitterrand avait mis la proportionnelle, il y a eu 35 députés d'extrême droite à l'époque. Exactement. Et si elle était restée, on aurait une Assemblée nationale tout à fait différente de ce qui est aujourd'hui, avec pléthore de députés de la République En Marche, inconnus au bataillon, qui ont été appelés les députés Playmobil, certains qui se posent des questions sur leur avenir politique, qui vont sans doute ne pas se représenter l'an prochain. Donc voilà, il y a un vrai problème au-delà de la parole dans les médias, celui de la représentation en politique. Donc après, il faut que la parole soit distribuée de manière équitable, et aujourd'hui c'est pas le cas. C'est vrai que quand on voit la façon dont c'est distribué, il y a d'autres formations qui n'ont pas autant de temps de parole, et ça pose question. Ils sont peut-être moins nombreux. Ben, c'est pas une question de nombreux, encore une fois. La preuve, c'est que vous avez peu d'élus de l'extrême droite et beaucoup de gens qui parlent sur les plateaux. C'est le cas aussi, on peut le dire, pour la France Insoumise, et d'autres, Europe Écologie Les Verts, etc. Donc il faut à un moment aussi, si on veut avoir un débat démocratique, respecter ce débat-là, ce temps de parole. Voilà. Ouais. Mais il faut aussi, surtout, respecter l'opinion des Français et avoir la proportionnelle à un moment. C'est pas possible. Nicolas Corato, sur les temps de parole dans les médias. Il y a plusieurs manières de voir le sujet. Je pense que le spectre du temps de parole en est un. Il y a une autre manière de voir le sujet, c'est les lignes éditoriales. Et c'est la manière dont les sujets sont traités. Je prends l'exemple de CNews. Effectivement, sur CNews, on va comptabiliser qui est d'extrême droite officiellement, qui ne l'est pas. Mais vous allez me dire, Michel Onfray, c'est quelqu'un d'extrême droite ou pas? Finkielkraut, c'est quelqu'un d'extrême droite ou pas? Elisabeth Lévy, c'est quelqu'un d'extrême droite ou pas? Comment vous les qualifiez? Alors, il vaut mieux peut-être regarder la manière dont ces chaînes, dont ces médias traitent de l'actualité. Comparons par exemple le nombre de sujets traités sur les accidents du travail, les licenciements sur CNews, avec le nombre de sujets sur les violences dans les cités, l'islamisme, le radicalisme. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons aujourd'hui des médias qui, à mon avis, assurent une représentativité. Il y a le CSA qui veille politique, et puis on peut améliorer les choses. Le vrai sujet, c'est les lignes éditoriales et la manière de traiter l'actualité. On peut renvoyer la question à Radio France. À d'autres. Mais bien sûr, mais je parle de ça, on peut faire CNews comme France Inter, mais même sur France Inter, regardons cette journée, cette radio de gauchistes, dites-moi, et regardons, il y a des sociologues qui font des études, combien de fois on traite des sujets relatifs au radicalisme islamique par rapport aux sujets sociaux ou économiques. C'est très intéressant de voir l'évolution globale des médias, qui correspond de toute façon à une bataille idéologique qui a été gagnée par le Rassemblement national et par l'extrême droite. Ou est-ce que c'est pas de l'idéologie, enfin pardon de monopoliser la parole, mais est-ce que c'est pas de l'idéologie de ne pas traiter l'insécurité, de ne pas traiter ce genre de choses? J'ai pas dit qu'il fallait pas la traiter, mais quand vous regardez aujourd'hui quels sont les sondages, quelles sont les préoccupations des Français, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Regardez ensuite le traitement. Pardon, Patricia, quatrième. La sécurité est en troisième ou en quatrième position. Le pouvoir d'achat, l'emploi, la santé, la sécurité. Et regardons comment sont traités ces sujets sur les plateaux télé, sur les plateaux radio. Et quel est le classement qu'on obtiendrait? Et vous allez voir effectivement qu'on peut se poser la question du traitement éditorial de l'actualité par les médias. Pour finir sur CNews, moi j'ai pas de difficulté avec CNews. On a très bien compris que M. Bolloré était un professionnel du marketing. Il a une chaîne CNews qui penche très très à droite, et puis il a une chaîne C8 qui penche du bon côté du manche, c'est-à-dire plutôt chez les macroniens. C'est assez habile de sa part. Vous avez vu ça? Mais écoutez, regardez à quoi sert Cyril Hanouna, regardez la promotion que fait Cyril Hanouna des politiques gouvernementales, c'est très intéressant.
C'est très intéressant de voir. Mais ça, on va pas être naïf, c'est vieux comme le monde. Oui. Et c'est utile. Oui. Les médias ont toujours été partiaux et ont toujours été utilisés. Il y a qu'en Union soviétique où les médias étaient neutres, c'est-à-dire inexistants. D'accord. Mais voilà, il faut regarder Mais moi, j'aimerais que M. Bolloré assume cette situation. Ça ne me pose pas de problème qu'en France, il y ait une chaîne de droite extrême, mais qu'ils l'assument et qu'ils le disent. Mais moi, ce qui me gêne toujours, c'est ce haro sur CNews, en l'occurrence, et qu'on ne se pose pas la question, encore une fois, du service public, qui n'est pas exempt de critiques dans l'autre sens. Enfin, peut-être que Rafik peut argumenter, et sans prendre position d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, en quoi est-ce que être de gauche serait plus excusable que d'être de droite ? Je considère qu'une partie du débat qui se joue en ce moment sur la pluralité des médias et sur CNews, qui est érigé en repoussoir par certains, relève d'une certaine forme de totalitarisme. Parce que, voyez-vous, moi je suis très attaché au principe de liberté. CNews, c'est une chaîne qui est une chaîne privée, que je sache, qui a sa ligne éditoriale, qui est décidée, et c'est son droit le plus strict. Ceux qui s'indignent contre CNews feraient mieux de regarder du côté de Radio France, qui est elle aussi, l'audiovisuel public a son parti pris, mais il y a une grosse différence. Attention, je termine juste. Il y a une grosse différence entre l'audiovisuel public et des acteurs privés, c'est que l'audiovisuel public, ça nous coûte 4 milliards d'euros par an. Et ça, c'est une différence fondamentale. Donc moi, je ne supporte pas de voir des injonctions morales qui émanent d'une certaine partie de la gauche mondaine qui s'est arrogé le droit de distribuer les bons points et les mauvais points quand ces gens-là devraient aujourd'hui balayer devant leur porte. Et je voudrais simplement rappeler une évidence, qui est factuelle. Ça a été révélé dans la dernière étude de la Fondapol de Dominique Régnier. Aujourd'hui, en France, et c'est un fait, le bloc de gauche, on peut le regretter, mais c'est un fait, le bloc de gauche représente 18% de l'électorat français. Donc, quand on représente 18% de l'électorat français, on ne peut pas proclamer au nom de grands principes que l'ensemble des médias audiovisuels devraient adopter cette ligne pseudo bien pensante qu'on a voulu nous infliger depuis maintenant plusieurs décennies. Est-ce que la gauche mondaine peut répondre, Valérie ? Oui, allez-y. Juste en 30 secondes. Rafik, je pense qu'on peut être d'accord et on peut tomber d'accord sur votre analyse. Il y a une chose, moi, sur laquelle je ne peux pas accepter ces oukases et ces renvois à la gauche mondaine. C'est pas une idéologie. L'émission d'Éric Zemmour sur CNews... C'est pas une idéologie, la gauche ? Non, l'émission d'Éric Zemmour... Non, mais répondez-moi, il n'y a pas d'idéologie. Bien sûr qu'il y a une idéologie à gauche et on l'assume, bien sûr. Mais je voudrais juste dire que l'émission d'Éric Zemmour sur CNews pose une difficulté. Et je ne vais même pas parler de la personnalité ni des idées d'Éric Zemmour. Ce qui me pose problème, c'est le format de cette émission, qui est un format de monologue avec une journaliste qui est juste là pour mettre en valeur les idées du chroniqueur qu'elle reçoit et qu'elle ne critique jamais. Pardonnez-moi, sur le service public, vous ne trouverez jamais ce format et nous n'accepterions pas jamais tous de manière unanime un tel format. Mais je trouve que ce format, qui est un format de... Pardon, et si demain Éric Zemmour est candidat à la présidentielle, je pense que CNews portera une responsabilité très très forte sur la manière dont politiquement les choses tourneront. Vous déviez du sujet. C'est exactement le sujet. Non, c'est pas le sujet. C'est exactement le sujet. Mais si, c'est le sujet. Pardon. Alors, juste, j'ai envoyé un SMS à Frédéric Dabi. Quels sont les sujets de préoccupation des Français ? En premier, c'est la santé. En deuxième, c'est l'éducation. En 3, c'est la délinquance et l'insécurité. Et en 4, le chômage. Voilà les 4 thèmes de préoccupation des Français selon l'Institut IFOP. Moi, je voulais revenir sur le fond du problème, en fait, au-delà de la pluralité politique sur les plateaux. C'est que dans le cahier des charges d'une chaîne d'infos en continu, il n'est pas écrit que ça peut être une chaîne d'opinion. Et c'est vrai que la ligne a été franchie à de nombreuses reprises. D'ailleurs, le CSA a remis en cause cet angle choisi par CNews. Non, ils les ont mis en cause parce qu'il y a eu le temps de parole n'a pas été respecté. Il y a eu une déclaration de 7 minutes dans le temps de parole du candidat, comment s'appelle-t-il, Philippe Ballard. Et en fait, il aurait parlé 1 heure. Donc c'est une sanction factuelle sur une erreur. Sur ça. Mais la ligne éditoriale n'a pas été remise en cause par le CSA. Il y a quand même cette question de l'opinion. Moi, je marre doucement quand j'ai vu la campagne de pub. Ici, on débat sur CNews, etc. Non, en réalité, moi, quand j'ai rappelé à l'antenne de CNews qu'Éric Zemmour avait été multicondamné pour insulte à incitation à la haine raciale, etc., j'ai été remercié. Donc on ne débat pas. Et puis j'avais proposé
proposé d'aller en débattre en plateau avec Éric Zemmour. On n'a pas invité, et tous les invités de plateau face à Éric Zemmour sont d'accord avec lui. Donc on ne débat pas en réalité. On se met d'accord autour d'une table. On est à peu près tous d'accord. Donc c'est ça, moi, qui me pose problème. Est-ce que le sujet c'est Zemmour ou c'est la ligne éditoriale? Et le débat pipé ou non. Et donc si effectivement il y a une surreprésentation, Éric Zemmour sur la chaîne. Il n'y a pas que Éric Zemmour, bien sûr, mais il y a quand même l'idée d'organiser un faux débat, on va dire. Non, mais moi je rappelle. Pardon, je rappelle juste que CNews est une chaîne privée. Bien sûr. Et donc il y a une liberté de parole et une liberté de choix de ligne éditoriale. Absolument. Je vous donne un autre exemple, un contre-exemple. C'est BFM. BFM, ça a quand même été la télévision du président Macron. Moi, je me souviens d'émissions avec Routel Krief, notamment, qui était un suppôt d'Emmanuel Macron, et personne ne s'en est ému à l'époque. Bon, donc c'est le propre d'une chaîne privée de choisir des lignes éditoriales, et ce n'est pas un problème. En revanche, c'est vrai, comme disait Rafik Smati, sur les chaînes de service public, notamment France Info, mais je parlerai plutôt de France Inter, je dirais, il y a une ligne gauchiste évidente, et personne ne s'en émeut là. Alors je voudrais simplement rappeler les vertus de la liberté et de la concurrence. Il y a aujourd'hui en France quand même 4 chaînes d'information. Donc on ne peut pas regretter l'absence d'offres. Et les Français font leur choix. Et les Français font leur choix en toute liberté, avec un bémol qui est celui de l'unique chaîne d'info qui est financée par l'argent du contribuable, c'est-à-dire France Info TV. Est-ce que je peux juste préciser, j'entends cette différence entre le privé et le public, et on pourrait avoir un vrai débat sur le service public et son orientation politique. Je voudrais juste nuancer un petit peu cette différence entre le privé et le public. Les chaînes d'information privées sont pour la plupart détenues par des groupes qui vivent, pour la plupart d'entre eux, de commandes publiques. Bouygues pour TF1, Lagardère, SFR. Je veux dire que tous ces acteurs économiques ont un lien très fort avec le pouvoir politique. Donc, ils ne sont pas financés, ces chaînes ne sont pas financées par de l'argent public, mais elles sont détenues par des groupes qui ont des intérêts et qui ont des relations étroites avec les pouvoirs publics et donc les pouvoirs politiques français. Je pense qu'il faut l'avoir Et donc on peut interroger aussi les lignes éditoriales au regard de cette détention capitalistique et de ces liens industriels. Libération appartient à Monsieur Drahi. Oui. Et Monsieur Drahi qui a peut-être des intérêts sur les attributions de fréquences 5G. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? En quoi M. Drahi intervient dans la ligne éditoriale? Ça n'a aucun lien. C'est vrai que ça n'a aucun lien. M. Drahi a investi dans Libération pour gagner de l'argent. J'imagine, puisque c'est un homme d'affaires. Or, Libération est déficitaire et le restera très très longtemps. Gagner de l'argent, quand même. Ce sont des outils d'influence, les médias. Il faut, on peut le reconnaître. Donc, je veux bien qu'on parle de l'orientation politique du service public. J'ai travaillé 17 ans à LCI. Je n'ai jamais reçu aucun ordre, aucune consigne, aucune remarque sur la manière dont j'ai pu traiter les sujets. Mais vraiment, je vous en donne ma parole. Je n'ai jamais eu aucune, sur aucun sujet. J'ai traité de la téléphonie, j'ai traité de sujets en toute liberté. Donc, il y a aussi d'accord, Valérie, mais vous savez que la manière dont on construit une grille de programme, la manière dont on construit une ligne éditoriale, tout ça n'est jamais neutre. Enfin, là aussi, on peut pas dire que le service public serait infesté de gauchistes et de se dire que le privé serait dans un état de naïveté totale et de neutralité totale. C'est pas vrai non plus. Il faut qu'on oui, et ben voilà, ne le disons pas. Alors, on marque une pause. On aura Pierre en ligne qui veut réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On a un auditeur qui souhaitait réagir à notre débat. Pierre est en ligne. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'il faut faire la distinction entre les chaînes publiques et les chaînes privées, mais surtout les journalistes qui travaillent dans le privé et le journaliste qui travaille dans le public, car ils ont un comportement tout à fait différent. Moi, je rejoins votre position, Valérie, sachant que j'estime que tous les journalistes sont indépendants et peuvent faire ce qu'ils veulent, si ce n'est que dans le public, ils se sont fonctionnalisés et ils font plus ou moins ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire que si demain, je m'occupe des régionales, donc je peux vous en parler. Si demain, le journaliste décide de ne pas venir parce qu'au fond, c'est vendredi et que à 4 heures, il finit son boulot, eh bien, il ne viendra pas ou il n'enverra personne. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un système. Alors, bien sûr, il représente plus ou moins une idéologie de gauche. Mais enfin, quand même, il faut aussi qu'il respecte au moins son métier et les gens qui les payent, puisque quand même derrière, ils sont quand même payés par l'État et payés par nos impôts. Donc, je trouve
trouve complètement scandaleux de voir des journalistes qui se comportent au fond comme s'ils étaient des patrons et que derrière on décide ou on ne décide pas. Alors que dans le privé à l'inverse... On ne peut pas généraliser. Enfin, franchement, non, je ne vais pas généraliser. Si vous voulez, je ne généralise pas. Ce que je veux dire par là, je caricature un petit peu les propos pour expliquer clairement qu'en effet, ce n'est pas un problème politique, mais c'est beaucoup plus un problème d'ordre professionnel. Oui, oui, mais là on n'est pas dans franchement, enfin j'entends, hein, mais on n'est pas dans l'opinion. Non, oui, mais c'est une opinion majoritairement partagée. Les journalistes, c'est quand même une profession mal aimée. Hein. Si on tape pas sur les journalistes, il se passe un truc. Hein. Mais c'est vrai que c'est une profession extrêmement critiquée parce qu'elle a un poids politique justement dans la façon de pratiquer, et que évidemment, quand on parle d'être objectif, il y a toujours une part de soi dans l'objectivité. Donc on n'est jamais à 100% objectif. Par contre, quand on est bon journaliste, on travaille contre soi, donc on essaie toujours d'aller contre son opinion préconçue pour voir si derrière il y a autre chose, et c'est ça le travail de journaliste. Donc, mais c'est un autre débat. Après qu'il y ait une approche fonction publique par certains, oui, mais c'est dans le privé aussi. Hein. Quand on veut pas se bouger pour une conférence de presse, on se bouge pas. Donc... Mais voyez-vous, je considère qu'il est très sain qu'un journaliste prenne parti. Il est très sain, pourquoi ? Parce que c'est important de savoir d'où parle un journaliste. Ensuite, évidemment, s'il n'y avait qu'une seule radio ou qu'une seule chaîne de télévision, ça poserait problème. Mais il y a aujourd'hui une pluralité des médias qui font que chacun est capable de faire son marché sur les médias qui lui correspondent le mieux. Mais au moins des journalistes qui mettent carte sur table en disant, grosso modo, moi, je suis plus sur cette ligne-là, c'est plutôt sain. C'est difficile quand même, quand on est journaliste, je pense, d'exprimer ses opinions politiques. Il faut quand même que les journalistes aient du recul par rapport aux invités, par rapport à la vie politique française. Parce que c'est compliqué, je veux dire, je n'imagine pas Valérie, expert, on y est aujourd'hui, qui fasse comprendre qu'elle est de droite, de gauche, du centre. C'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, ça induit quand même les auditeurs à se dire, je vais pas l'écouter parce qu'elle est de tel bord politique. Et vis-à-vis d'une radio, c'est pas possible de le faire, et comme d'une télévision. Alors, les journalistes peuvent avoir des opinions politiques. Je pense qu'il faut les garder pour eux. Et je citais le cas d'une journaliste tout à l'heure, n'a pas vraiment gardé ses opinions pour elle. Et ça a été compliqué. Donc, le métier de journaliste, c'est quand même un minimum d'objectivité. Il y a plusieurs manières d'exprimer ses opinions. Il y a le fait de le dire cash en disant oui, moi je soutiens tel ou je vote pour un tel, et ça évidemment je vous rejoins, c'est pas acceptable. Mais il y a tout simplement accepter de poser les questions sans complaisance et de manière tranchée si c'est nécessaire, ce qui est une certaine forme d'engagement. Et c'est ça que je salue. Bien sûr. Mais quand Anne Sackler effectivement refusait de recevoir Jean-Marie Le Pen, elle se positionnait politiquement très clairement. Oui, Nicolas Corato. Peut-être tout ça vient aussi d'une vieille tradition française qui est plutôt une bonne tradition, on a depuis le début de la presse en France des journalistes qui sont aussi pour certains éditorialistes. Et le journalisme d'opinion, c'est une tradition ancrée dans notre pays et qui est une tradition très largement démocratique et auquel nous tenons. Et on voit aujourd'hui que le débat continue. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que les éditorialistes, quand on se demande s'il faut décompter le temps des éditorialistes du temps des partis, on revient sur un débat qui avait déjà lieu au temps de Zola, au temps de Jaurès. Donc c'est un vieux débat. Mais je pense que le sujet, c'est la ligne éditoriale. Et je pense que les chaînes, les médias devraient assumer leur ligne éditoriale, devraient même l'expliquer à leurs auditeurs. En quoi ça veut dire quoi assumer? En quoi est-ce qu'ils ne l'assument pas? En quoi je prends un exemple. C'est pas polémique ce que je dis parce que je pense. Justement, je vous pose la question. Et pour faire œuvre de pédagogie, vous voyez typiquement, je vais prendre un exemple très ancien comme ça, on sera pas dans le débat actuel. On va essayer de pacifier les choses. On sait que dans la campagne de 1995, TF1, le JT de TF1 roulait pour le candidat Balladur. Et effectivement, a posteriori, quand on a pu regarder, quand on a pu analyser la manière dont l'actualité avait été traitée, on se souvient des interventions de Monsieur Carrérou, qui était quand même, voilà. Et d'ailleurs, Jacques Chirac a immédiatement sévi quand il est arrivé au pouvoir. Bon, que TF1 est une ligne éditoriale, que TF1 ait quasiment choisi un candidat, comme Le Monde l'avait fait d'ailleurs, c'est très bien. La différence, c'est que Le Monde l'expliquait et l'assumait, TF1 n'en a jamais parlé. Et je pense, moi, j'ai pas de problème à ce qu'une chaîne privée, public c'est différent, mais privé, nous disent concrètement qu'elle a une ligne éditoriale
qui l'a fait aller plutôt vers un camp que vers un autre. Je pense que, comme le disait Rafix, dire d'où on parle, c'est important. Et c'est important aussi en termes de confiance, et je pense que ça Vous croyez que rassurerait et ça relierait les liens entre les citoyens et les médias, parce qu'effectivement, les citoyens ont toujours l'impression que les médias leur cachent une partie de l'opinion ou des objectifs qu'ils poursuivent. En l'occurrence, CNews, c'est assez clair, effectivement. Oui, mais je vais donner un autre exemple. Je veux dire, il y a Le Figaro. Ouais. On sait que Le Figaro est plutôt à droite. Il y a Libération. On sait que Libération est plutôt à gauche. Le lecteur achète le journal qu'il souhaite. Il va y trouver ce qui correspond à ses idées politiques ou pas. Je pense que de ce côté-là, il y a quand même des médias qui affichent bien la couleur. Oui, non, c'est effectivement assez... Liberté et pluralisme. Et honnêteté. Voilà. Et n'infantilisons pas les Français. Les Français, beaucoup de gens disent que les médias influencent les Français. Moi, je crois que les choses sont beaucoup plus simples. La France est aujourd'hui globalement à droite. Alors certains le regrettent, mais c'est une chose. Et quelque part, les médias épousent la tendance de l'opinion, ce qui est plutôt sain. C'est le contraire qui serait inquiétant. Rafik, je suis pas d'accord. La France n'est pas majoritairement à droite. En France, les idées de droite sont devenues majoritaires. C'est pas complètement la même chose. D'accord. Nuance. Nous débattrons une la autre guerre fois sur ce culturelle, sujet. évidemment. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio.